une fois, donc voilà. Donc, rapidement, le petit point sur l'éclectisme comme un modèle concurrent de la distinction. En fait, l'éclectisme ou l'omnivorisme, c'est un modèle qui s'est développé et qui postule que la légitimité culturelle, elle passe moins par une cohérence autour de la culture savante occidentale, hein, c'est-à-dire la familiarité à un canon d'œuvres culturelles légitimes. Elle passerait moins par une proximité à cette culture savante distinctive, à un canon, que par un pluralisme, une variété de goûts culturels, une sorte d'ouverture ostentatoire à une grande diversité d'objets culturels, en fait, qui peuvent avoir une légitimité variable. Ça va ? Alors, pour théoriser ça, les formes d'éclectisme et d'omnivorisme, les premières enquêtes qui ont été menées au début des années 90, elles portent sur la musique. Il y a un article fondateur que vous avez dans la bibliographie par Richard Peterson et Simkus en 1992. Il a été traduit dans la revue Sociologie et Société, qui est une revue canadienne. Donc vous l'avez encore une fois dans la bibliographie. Et en fait, alors Peterson et Simkus synthétisent les résultats de différentes enquêtes quantitatives par questionnaire qui ont été menées dans 12 pays européens, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, depuis le milieu des années 80 en fait. Donc questionnaire, mais aussi complété par des entretiens de l'histoire culturelle et sociale. Et il diagnostique la présence de goûts éclectiques. D'accord. Donc il diagnostique la présence de goûts éclectiques chez des personnes qui ont un statut social élevé, en fait, qui viennent de catégories socio-professionnelles plutôt privilégiées. L'idée, c'est que plus on s'élève dans l'espace social, et plus les individus ont des goûts diversifiés. Même si ils peuvent avoir des connaissances assez superficielles. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas forcément avec le modèle de l'éclectisme l'approfondissement d'une culture savante, le fait d'avoir une érudition très détaillée, que voilà le fait de connaître différents styles, d'avoir de la tolérance envers différents styles de musique, en l'occurrence, puisqu'il s'agit de musique, différents genres de musique. Et donc il y a une forme de norme de bon goût assez nouvelle à ce moment-là, qui semble traverser les frontières géographiques, où il s'agit non plus de manifester du mépris ou de la distance par rapport à, par exemple, la musique de variété ou de musique commerciale, mais au contraire, de montrer qu'on est aussi ouvert à ce genre de production et de montrer qu'on a une appétence pour des musiques lointaines, qui peuvent être notamment extra-occidentales, en fait. Ça va sur ça ? Alors, comment Simkus et Peterson expliquent cela ? Comment ils expliquent ce modèle de l'éclectisme ? Alors, eux, ils utilisent l'adjectif omnivore. L'omnivore, c'est celui qui mange un peu de tout. Et donc, c'est l'idée qu'il est curieux, ouvert, inclusif, et puis qu'il va tenir finalement assez peu compte des frontières établies entre le populaire, le légitime, voilà. Et bien sûr, il se distingue de l'univore. L'univore, ce serait l'amateur exclusif d'un seul style de musique, voilà. Alors, les explications de ça, eh bien, ils prennent en compte déjà une mobilité sociale structurelle. J'ai parlé de la période des 30 Glorieuses, donc on a des individus pendant les 30 Glorieuses qui ont connu une mobilité sociale ascendante, donc qui avaient peut-être des goûts musicaux issus de leur milieu familial
particuliers et leurs goûts musicaux ont pu évoluer dès lors qu'ils connaissaient une forme d'ascension sociale. Et donc dès lors que les classes supérieures diversifiaient leur recrutement social aussi. Il y a une transformation des valeurs en général. On vit dans des sociétés qui sont plus tolérantes. On voit l'évolution de la loi en ce qui concerne notamment le genre, en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne les populations gays et lesbiennes, la reconnaissance, voilà, bon, ça va dans plein de domaines. On peut penser au vote, avec retard de la loi de PMA cet été. Enfin voilà, il y a des normes comme ça qui vont vers une ouverture en termes de loi et de. Voilà. Il y a le fait que dans les sociétés contemporaines et dans les catégories privilégiées, il y a plutôt davantage de sociabilité, des réseaux de sociabilité qui sont plutôt plus étendus. Notamment chez les jeunes diplômés. Il y a cette valorisation de la culture jeune, juvénile dont je parlais tout à l'heure, avec la culture yéyé, les radios jeunes, etc. Donc qui a tendance à être une influence pour différentes générations, en fait, qui ont bénéficié de cette même culture jeune, en fait. Et puis, il y a aussi quelque chose dans cette proposition qui, en fait, n'est pas nouvelle, n'est pas spécifiquement nouvelle, puisque il y avait déjà, au début du siècle, des catégories lettrées. Je pense à des écrivains comme Jean-Paul Sartre ou Marcel Proust, qui expliquaient bien qu'ils avaient été éduqués avec des produits culturels de grande diffusion, avec des lectures... par exemple, Sartre lisait les revues, les romans populaires obtenus par les femmes de sa famille. Proust lisait François le Champy de George Sand, qui était un livre de littérature enfantine adressé à tout le monde. Enfin, si vous voulez, en fait, eux-mêmes, ils n'étaient pas uniquement dans la culture légitime. Ce serait donner une vision complètement tronquée que de dire qu'un individu, y compris un producteur de culture ou de littérature ou d'art légitime, n'a été socialisé qu'avec de la culture légitime, en fait, parce que les choses sont bien plus nuancées que cela, et aujourd'hui comme hier, en fait. Voilà. En tout cas, l'article de Peterson et Simkus, là, le passage à des goûts omnivores que vous avez en bibliographie, notions, faits et perspectives, il apparaît comme une réfutation partielle des thèses de Pierre Bourdieu. Comme une réfutation partielle des thèses de Pierre Bourdieu. Une réfutation partielle des thèses de Pierre Bourdieu. Dans le sens où le capital culturel, il apparaît de plus en plus comme une aptitude à apprécier l'esthétisme différent d'une vaste gamme de formes culturelles variées, même si ça peut coïncider avec le maintien, si vous voulez, de la maîtrise d'une culture savante. Dans le sens où, par exemple, ce ne sont pas tous ces individus qui vont apprécier l'opéra. Je ne sais pas si je suis très claire, mais les personnes qui peuvent apprécier, par exemple, Verdi et Britney Spears, eh bien, ils continuent à faire une distinction entre Britney Spears et Verdi, d'une part. Pour eux, c'est pas équivalent. Et d'autre part... il y a quand même une minorité de la population qui a du goût pour Verdi. Donc ça, c'est pas antagoniste avec le fait que voilà, il y a pas une proximité de tous ces éclectiques à la partie la plus légitime et la plus savante de leur culture. Ça va ? Et donc, en tout cas, ces pratiques de consommation ne sont pas uniformes. Et les membres des classes supérieures ont souvent une parfaite conscience des limites à garder. Il y a un article, notamment, donc, qui concerne la musique, de Bethany Bryson, qui a nuancé les résultats de Peterson et Simkus. Cet article, je vois que vous êtes plusieurs à parler l'anglais, alors vous allez me traduire. Il s'intitule « Everything but Heavy Metal ». Qu'est-ce que ça
Non, pardon, c'est Émissimo. Voilà. Donc, Bethany Bryson. Comment vous traduiriez cela? Oui, merci. Moi, je veux bien tout, donc je suis tolérante, je suis ouverte, je suis éclectique, mais par contre, la musique métal, ça, c'est pas possible. Je ne peux pas supporter. Voilà. C'est l'idée, en fait, qu'il y a quand même des processus distinctifs et que l'éclectisme, ça ne signifie pas que tout se vaut, ça ne signifie pas que tout est équivalent. Ça coïncide avec le maintien d'exclusion, de préférence. Ça coïncide avec la maîtrise des endroits, des scènes, des situations où il est de bon ton de montrer qu'on connaît Verdi, où il est de bon ton de montrer qu'on connaît le métal ou le rap, de rentabiliser sa culture. En fait, ça ne dit pas quelle est la manière de consommer. Donc, vous pouvez mettre une autre flèche, transformation ou fin de la légitimité culturelle. Est-ce que vous m'autorisez à déborder un tout petit peu aujourd'hui? Oui, exceptionnellement, de 5-10 minutes. C'est juste que sinon, je vais être, à mon avis, trop courte la semaine prochaine pour tout faire avec vous. Ouais, 5 minutes. Alors, une flèche, transformation ou fin de la légitimité culturelle. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que l'éclectisme, ce n'est pas du tout une moyennisation des goûts dans une société où les inégalités sociales ont disparu, mais c'est une autre forme de compétence inégalement distribuée. L'éclectisme, ce n'est pas une moyennisation des goûts dans une société où les inégalités sociales auraient disparu, c'est une autre forme de compétence inégalement distribuée. Pardon. C'est une autre forme de compétence inégalement distribuée. Dans le sens où on a encore un pôle où il y a des individus qui ne seraient pas éclectiques, par exemple, mais qui seraient univores, c'est-à-dire ils aimeraient qu'un seul type de musique comme ça. Et dans ce nouveau modèle, ils sont à nouveau marqués par le manque et l'insuffisance, et il se trouve qu'ils sont à nouveau plutôt de catégories sociales moins privilégiées, ces gens-là, en fait. Donc ça aussi, c'est socialement révélateur, si vous voulez. Il y a à nouveau... Et en ce sens, ce modèle, il apparaît plus comme un prolongement du modèle de la légitimité culturelle que sa réfutation. Selon les termes de Philippe Coulangeon, alors Philippe Coulangeon, c'est un sociologue français qui a beaucoup travaillé sur la musique. Il a aussi co-dirigé avec Julien Duval un volume qui est important qui s'appelle 30 ans après la distinction, qui faisait un bilan en fait des recherches en sociologie de la culture 30 ans après la distinction de Pierre Bourdieu, pour regarder qu'est-ce qui reste en fait du modèle de ce modèle de Pierre Bourdieu. Et la conclusion de Philippe Coulangeon, c'est plutôt que le modèle il a encore doté d'une grande efficacité, et notamment en ce qui concerne la musique, il y a un effet toujours robuste de la compétence musicale, donc des individus qui ont eu une éducation musicale. Et l'importance de l'exposition à la pratique musicale, sachant que pour la musique en particulier, il y a une tradition aussi de maintien d'une compétence et d'une formation à la culture musicale, y compris dans les classes populaires, via des fanfares, des orchestres, des harmonies, des pratiques musicales qui ne passent pas forcément par des institutions, disons, légitimes, par le conservatoire, etc. Donc la musique, en ce sens, est aussi un domaine artistique tout à fait particulier. Voilà. Mais en fait, lui, il conclut au fait que c'est pas une atténuation, c'est plus une recomposition des lois de la distinction qui deviennent plus difficiles à interpréter qu'auparavant. Voilà. Je suis en train de couper ce cours, mais... Voilà.
Et donc vous pouvez ajouter, hein, et puis je poursuivrai en grande partie la fois prochaine. Le fait que si vous voulez, la culture cultivée, la culture savante, elle est elle-même de plus en plus devenue décloisonnée, déhiérarchisée. Voilà. Alors, vous pouvez inscrire après ce grand A ce que les biens culturels font au public. Vous pouvez mettre un grand B, ce que les publics font avec les biens culturels, de la réception aux usages. Ce que les publics font avec les biens culturels, de la réception aux usages. Ce que les publics font avec les biens culturels, de la réception aux usages. Avec un petit 1, des manières de faire avec, entre guillemets, de la distinction de Pierre Bourdieu au braconnage de Michel de Certeau. Des manières de faire avec, de la distinction de Pierre Bourdieu au braconnage de Michel de Certeau. Et on enchaînera avec ça la prochaine fois, ok ?